Bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière. Ensuite de ce qu'ils font actuellement. Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique? Quel est leur sujet de recherche actuel? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences? Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Fred. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. Et merci à toi de m'avoir invité sur tes super podcasts. Merci, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la performance? Ah, alors tu commences direct sur cette question-là. Ouais, pas d'échauffement. C'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup et sur lequel j'essaye d'avoir énormément de réflexion. Donc, et je trouve que c'est quelque chose d'assez complexe malgré tout, mais la performance, je la définirais surtout sur de la temporalité. En gros, c'est comment est-ce que je vais réussir au bon moment? Comment est-ce que je vais pouvoir définir ma performance? Est-ce que, par exemple, échouer, ça peut faire partie de la performance? Est-ce que on est obligé d'avoir du positif sur de la victoire, sur du gain, sur de l'amélioration? Ou est-ce que je peux considérer ma performance comme un continuum temps, on va dire, et finalement un voyage qui va être plutôt la perfectibilité. J'aime bien ce mot-là. C'est comment est-ce que je peux m'améliorer de jour en jour, moi, en tant que athlète ou même personne, sur ce voyage-là et sur ce parcours de gains, de pertes, d'échecs, de réussites. Donc je le vois beaucoup sur quelque chose, on va dire, un peu holistique finalement, et non pas d'un gain de médaille ou d'un record du monde, mais vraiment sur moi me développer en tant qu'athlète. Super. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, où tu as fait tes études? Donc, je m'appelle Fredou Rabat. Pour commencer par le début, je suis originaire du Lot-et-Garonne, d'Agen, baigné dans le rugby, et pourtant je m'y suis mis un peu tard. Je m'y suis mis qu'aux alentours de 16-17 ans, au lycée, avec tous mes copains qui jouaient au SUA à l'époque. Et donc j'ai commencé un petit peu le rugby, et en parallèle, j'ai une formation d'infirmier. Donc je suis infirmier à la base, infirmier en réanimation. Okay. Et il m'a été donné la possibilité de pouvoir exercer infirmier et de m'entraîner et de pouvoir jouer au SUA sur les équipes Réchelle Espoir à l'époque, Espoir, et de pouvoir tutoyer les entraînements avec les pros et de pouvoir me développer, on va dire, sur 2 facettes différentes. Et puis est venu le moment où j'ai eu l'opportunité de pouvoir vivre du rugby et pouvoir toucher des projets professionnels sportifs. Notamment le plus marquant pour moi a été Marseille, qui a été la construction, l'ébauche d'une construction de gros stade dans une grande ville, pas d'un gros stade pardon, mais d'un grand club dans une grande ville, avec tout ce qu'on a pu connaître et tout ce qu'on a pu lire sur les journaux, Jonah Lomu, voilà, et puis le haut et puis le bas, j'ai connu le bas. À la suite de ça, je suis parti jouer en Nouvelle-Zélande, à Bay of Plenty. Donc j'ai joué en club et j'ai tutoyé aussi le NPC, les Steamers, pendant presque une année sportive, qui a été une année fantastique pour moi. La première chose déjà, c'est que j'étais déraciné. Je suis parti de chez moi tout seul. J'ai rejoint un ami là-bas. Ça s'est fait comme ça, sans agent, mais plutôt par, on va dire, de façon organique, entre potes et avec des contacts d'entraîneurs. Et donc voilà, énormément finalement d'introspection, de courage, de force à vivre à 18 000 km de la maison, à l'autre bout du monde, à faire que du rugby, à m'entraîner, à avoir une culture différente, à côtoyer des gens différents, d'une humilité et d'une entièreté qui m'a toujours touché. Et à la suite de ça, je me suis toujours un petit peu intéressé à la préparation physique. Et je me suis toujours intéressé à la préparation physique aux États-Unis. Et j'ai profité en fait d'avoir mon année en Nouvelle-Zélande, plus avoir côtoyé quelques étrangers pour pouvoir me dire que j'étais quand même assez débrouillard en anglais. Et je suis allé passer des certifications qui sont post-bachelor
aux États-Unis, donc sur le campus de Fullerton à Los Angeles, et j'avais en plus la chance d'avoir un ami sur place, un appui qui m'a permis de rester là-bas et de commencer à travailler aussi en tant que personal trainer à Los Angeles. À la suite de ça, je suis rentré en France par volonté personnelle, et puis la vie fait qu'on rencontre des personnes, et puis voilà, c'est les premiers amours. Oui, oui. Et donc je suis rentré en France et j'ai commencé à travailler en tant que coach sportif, personal trainer, et j'ai monté ma société qui s'appelle Beyond Coaching. Et voilà, j'ai voulu me détacher un peu de rugby et faire vraiment que de l'individuel et avoir le spectre vraiment de toutes les personnes, que ce soit athlètes, sport de haut niveau, ou même personnes sport santé, réathlétisation, entretien. Et ça a été vraiment un souhait personnel de me diriger vers la personne, vers l'individu. Voilà. Donc Beyond Coaching, je l'ai commencé en 2014, et je suis venu donc après à la préparation physique du rugby féminin au Lyon il y a 3 ans maintenant. Donc j'ai fait quand même un petit break du rugby, on va dire presque 7-8 ans. Et puis le rugby m'a rattrapé, et un projet est né, et j'adore les créations de projets, ça me stimule. Et donc j'ai dit oui, et ça fait donc maintenant 3 ans que je suis à la tête de la préparation physique des Lions du Stade Bordelais. Top. Et je pourrais te dire encore plein de choses. Qu'est-ce que je fais? Je fais de la coordination en BPGEPS haltéromuscu aussi. Ouais. Toujours sur Bordeaux? Donc formation et coordination BPGEPS haltéromuscu. Toujours sur Bordeaux, ouais. Un centre de formation qui s'appelle Stade Formation. Okay. Un petit centre de formation avec des promos de 10-15 apprentis par an. Et on y met une particularité, c'est qu'on y met une couleur préparation physique dans notre BPGEPS. Okay. Donc on met 170 heures de préparation physique où j'essaye de coordonner une équipe pédagogique autour d'experts de sports différents, sports collectifs, voire personal trainer, qui ont une approche de la préparation physique différente et qui permet de donner finalement à ces futurs professionnels une espèce de petit couteau suisse pour être un peu plus aguerri dans la réalité professionnelle qui va s'ouvrir à eux. Donc voilà un peu si on fait le spectre de ma vie et de mes activités professionnelles. Ouais, c'est très bien. Et justement, ta formation initiale d'infirmier, est-ce que ça a joué sur après ton envie de te former sur le coaching, le personal training et tout ça, ou est-ce que tu trouves que c'est vraiment très différent? Non, il y a un lien qui est presque tout naturel. La première des choses, c'est prendre soin des gens. Oui. Que ce soit la personne qui commence le sport, enfin dans tout l'accompagnement sportif, même jusqu'aux athlètes, on est là quand même pour accompagner sportivement, physiquement. Après, il y a d'autres sphères qui existent, mais ça a vraiment été une base pour moi de formation dans l'empathie, dans l'accompagnement, une base aussi anatomique, physiologique, même on va dire pharmacologique, puisque on a quand même une grosse formation sur ça, et qui m'aide tout le temps, qui m'a permis par exemple dans le personal training de pouvoir rassurer des personnes qui avaient des maladies chroniques, sachant que j'étais infirmier. C'est des choses qui cadrent un petit peu, qui rassurent et qui peuvent augmenter, on va dire, le capital confiance et la relation qu'on peut avoir avec la personne. Et je trouve que ça a été, c'est pas totalement différent, mais ça a du sens et ça a du lien. Et j'en suis très content d'avoir fait ces études initiales en fait. Pour m'avoir permis d'évoluer, et c'est des choses qui me servent tous les jours. Carrément. Et vu que tu bossais en réa, c'est pas le plus facile et ça doit être assez intense. Est-ce que ça t'a permis, entre guillemets, dans ta deuxième carrière après, de relativiser certaines choses, et est-ce que ça te manque? Ça me manque toujours quelque part. Je m'épanouis dans ce que je fais, mais c'est pas qu'on revient à ses premiers amours, mais c'est la réanimation, on côtoie la mort. Donc quand tu parles de relativiser, on est face à des personnes qui sont c'est des cas graves, qui sont voilà, souvent c'est des situations qui sont très tangentes, très borderline. On peut pas parler, parfois c'est à l'heure, à la minute ou au jour, on sait pas ce qui va se passer après. Et on fait tout pour garder en vie la personne, et plus que garder en vie après, c'est la remettre en totale capacité de ses moyens, mais ça c'est l'utopie, la chimère, ou en tout cas c'est l'idéal que chaque personnel soignant en réanimation, je pense, cherche. Donc oui, ça permet de relativiser, ça permet aussi de
de comprendre la globalité de la vie. Ça permet de comprendre aussi les importances qu'il peut y avoir à des moments. Donc ça permet aussi sur des discours avec des athlètes où on peut dire que c'est vrai que perdre c'est pas grave, mais on peut pas s'arrêter à ça. Mais c'est bien aussi d'en parler et de relativiser et de pouvoir comprendre ça. J'ai vu un petit entretien c'est Léo Marchand là, qui vient de faire un record du monde et qui avait dit là sur sa petite vidéo qu'il avait relativisé beaucoup sur avant cette performance-là, de savoir et s'il perdait, qu'est-ce que ça pouvait faire pour lui, pour son entourage et finalement que c'était pas grave et qu'il voulait juste performer au bon moment. C'est vraiment le principe et finalement être qui il est et donner ce qu'il avait à donner. Et le résultat n'en est que hyper positif et très beau. Mais voilà, ça permet des choses comme ça, je pense, d'avoir touché un petit peu le monde de la santé et surtout infirmier et puis l'AREA encore plus, quoi. C'est clair, c'est clair. Et alors, tu nous as parlé de Beyond Coaching. Qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu t'occupes de plein de gens et plein de personnes différentes. Quel temps ça te prend sur la semaine? Et vous avez aussi, il me semble, sorti une appli. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Donc, Beyond Coaching, c'est ma société de coaching personnalisé que j'ai montée il y a quelques années maintenant. Ça m'a pris beaucoup de temps au début puisque c'était ma seule activité, jusqu'à 50 à 60 heures par semaine. Donc, ce qui faisait quand même une quarantaine de personnes de tout horizon différent, et que j'ai diminué au fur et à mesure. J'ai réduit la voilure puisque d'autres activités professionnelles ont pris aussi un peu le dessus, mais de ma propre volonté. Ouais. Donc, le personal training et Beyond Coaching, c'est quelque chose que je garde de base parce que, on va dire que comme infirmier a été quelque chose d'initial pour moi, le personal training a été quelque chose d'initial et c'est pour ça que j'ai voulu rentrer dans ce métier, un petit peu la préparation physique. Donc je me garde une dizaine d'heures par semaine avec des clients qui sont plutôt réguliers. J'ai quelques créneaux pour des nouvelles personnes, mais c'est quelque part maintenant une espèce de soupape et d'aération parce que ça me fait du bien, parce que je vois d'autres personnes, parce que ça me sort un petit peu du monde du rugby par exemple. Et donc voilà, je le garde sur ce côté-là. Et donc l'application, elle est pas reliée directement à Beyond Coaching. C'est une application que j'ai montée exprès pour les filles. En fait, c'est une application que j'ai appelée Beyond, qui est reliée à Beyond Coaching, mais qui permet de s'auto-évaluer finalement, de recueillir un peu sur le principe de RPE. De recueillir son évaluation physique et psycho-émotionnelle au jour le jour. Ça peut être quotidien, ça peut même être 10 fois par jour, pour permettre d'avoir une flexibilité, une agilité sur la préparation physique des filles et finalement la programmation et l'adaptation au jour le jour, même à l'heure. Donc c'est une application qui est à l'étude encore, un peu en mode bêta, qui est très organique pour nous les filles. Je l'ai pas encore développé à côté, et on a un labo qui s'est intéressé à cette application et qui a fait quelques recherches dessus et qui va continuer à m'aider avec des ingénieurs de recherche, avec des personnes qui sont doctorants et qui ont plutôt, on va dire, une connotation neurosciences. On va dire que c'est un peu moins sur la faculté sport, mais un peu plus sur les facultés de sciences cognitives. Voilà. En gros, c'est est-ce que le sommeil, l'énergie, la charge mentale va être des déterminants pour ma performance. C'est ouf. Et du coup, c'est que pour le sport féminin? Pour l'instant, alors, j'avais représenté, puisque cette application, on l'a voulu immersive. J'ai un ami qui m'a aidé à la développer. C'est quelque chose où c'est hyper facile à rentrer dessus, tu vois, à cliquer. Il y a des symboles, des silhouettes, des petites étoiles à remplir, tu vois un peu le style. On n'est pas sur un Google Form fastidieux à 200 questions ou avec beaucoup de choses où c'est difficile parfois de s'évaluer avec des mots. Là, c'est vraiment des items, des emojis, des choses comme ça. Et donc au début, oui, on était sur une silhouette qui était exclusivement féminine, puisque j'avais aussi inclus les cycles menstruels, puisque c'était très important pour nous, et avec l'accord des filles et la confiance de celles qui voulaient le partager, on peut adapter, encore notre programmation et nos entraînements au jour le jour. Mais on a construit la silhouette masculine. Donc tu vois, on évolue.
Ouais. Et on va pouvoir un peu diversifier les choses et voir comment les garçons réagissent à ça. Parce que quand on regarde un petit peu les différences garçons-filles, les filles sont d'une expression de leurs émotions, en tout cas d'une verbalisation qui est beaucoup plus forte que les garçons. Et c'est des choses sur lesquelles elles accrochent beaucoup. Donc entre le relationnel, la communication et tu vois et leur mémoire et les choses qu'on rappelle, elles sont beaucoup sur la verbalisation, la communication. Donc c'est une petite application qui marche hyper bien sur le sport féminin. Ça c'est vrai. Et on va voir comment les garçons peuvent réagir à ça. C'est top, c'est top. Et alors justement ton rôle de Head of Performance avec le Stade Bordelais, comment ils sont venus te chercher, tu vois, et qu'est-ce qui t'a fait dire oui? Parce que tu disais t'as passé 6-7 ans en dehors du rugby. Est-ce que c'était le timing? Est-ce que t'avais envie de revenir dans le rugby? Est-ce que c'était parce que c'est du sport féminin, tu vois? Comment ça a été on va dire le choix pour toi? Je pense que tu as trouvé un petit peu toutes les clés et les réponses à ma question. C'est que ça a été l'opportunité, le timing, oui. Ça a été le moment où c'est pas que j'avais fait le tour, parce qu'on fait jamais le tour de nos activités, mais c'était un moment où j'avais un besoin de nouveaux challenges. Donc c'est venu là. Sport féminin, on va dire que dans mon personal training d'avant, j'avais à peu près 80% de filles. Okay. Donc je me suis senti à l'aise de pouvoir aller sur le sport féminin, et même c'est quelque chose que j'apprécie, que j'essaye de développer encore plus avec des lectures, tu vois, avec de la recherche, avec des articles que je peux trouver, avec de la communication, de la pratique, des relations au jour le jour que je peux avoir. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, on va dire le sexe opposé. Et donc le sport féminin. Et puis le projet m'a plu. Le projet m'a rappelé un peu, et peut-être que tu vois, m'a rappelé la formation de Marseille, du Stade Phocéen, et de partir de zéro et d'arriver à de grandes choses en y mettant les moyens humains au début, puis après on va voir sur la structuration qu'est-ce qu'on peut faire. Donc en gros ils sont venus me dire, puisque je connaissais un peu les coprésidents, est-ce que tu es prêt pour ce challenge? Et il faut pas me dire ça, parce que j'adore ça. Donc du moment que je peux balancer de l'énergie sur des nouveaux projets, je suis le plus heureux. Alors c'est énergivore, c'est fatigant, c'est peut-être tu vois on va dire sur les cercles proches, ça peut rayonner un peu parfois de façon pas négative, mais voilà, ça peut influencer, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut pas me titiller, parce que j'adore ça. Et justement, du coup, pour ceux qui nous écoutent, on peut dire que vous êtes championne de France 2023, donc déjà félicitations. Merci. Et oui, championne de France 2023, et même je peux dire champion, parce qu'il y a le staff, il y a des garçons, donc on peut le masculiniser un peu, mais bon, c'est les filles qui étaient sur le terrain, celles qui ont fait le plus gros boulot. Et oui, c'est un objectif qu'on avait en tête, qu'on a construit en 3 ans. Qui avait vocation d'être plutôt sur la 4e année, mais qui est arrivé plus tôt que prévu, pardon. Et mais je suis intimement persuadé, parce que j'essaye d'avoir du détachement sur tout ça, et j'étais confiant, et j'étais sûr que les filles avaient l'énergie, la volonté, les ressources et les compétences nécessaires au fur et à mesure des 3 ans, entre le groupe, on va dire initial, et tous les ajouts qui ont été d'année en année. De super filles, tu vois, que ce soit dans l'humain ou que ce soit dans les qualités rugbystiques, pour arriver à notre objectif en 3 ans, quoi. Alors voilà, rien n'est écrit. On pouvait louper, on pouvait passer à côté d'un match, mais finalement elles ont su faire preuve de force, de courage, de résilience, et elles ont su jouer juste finalement. Et tu vois, je reviens un petit peu à la description de la performance, et là on a performé au bon moment. Ça a été un aboutissement qui est finalement que le début peut-être d'autres choses pour elle, pour le club, pour le staff, pour tout le monde, que ce soit ici à Bordeaux ou ailleurs dans son évolution personnelle. Ça a été vraiment quelque chose de très éprouvant pour tout le monde, vraiment. On est arrivé à la fin, tout le monde s'est assis et a soufflé. Tu vois, en gros, ça fait ça. C'était pas une histoire de pression, mais c'était une histoire de... Tu vois un peu ces sentiments que tu peux avoir sur quand tu as accompli quelque chose, que tu arrives à prendre du recul, que tu t'assois et que tu regardes ce qui se passe devant toi. Un peu comme quand, je pense, tu vois, des grands alpinistes ou des choses, enfin des personnes qui arrivent au sommet et qui à un moment ont juste besoin d'un truc, c'est de se retrouver tout seul chacun, et juste un peu d'introspection, un peu de, tu vois, d'ego qui se dit, putain,
on est une équipe, il y a du monde autour de nous, il y a eu des connexions inter-individuelles, mais j'arrive à un moment à me féliciter moi. Et je pense que tout le monde a ressenti ça et a eu besoin de souffler et de couper. Tu vois, ça fait un mois. Elles ont très très bien fêté ça, mais ça fait aussi un mois où il a fallu souffler, couper quoi. Ouais. Et bon là, elles sont revenues un peu au boulot et surtout les internationales, puisqu'elles ont d'autres échéances. Mais ouais, ça a été 3 grandes années avec une construction étape par étape. Et du coup, sur ces 3 ans, est-ce que tu es parti avec des jeunes joueuses avec un objectif de développement et voilà sur 3-4 ans et vous avez analysé entre guillemets l'athlète ultime pour gagner le championnat de France, ou est-ce que tu as un peu plus bricolé année par année avec des joueuses qui arrivaient, des joueuses qui repartaient? Tu vois, comment tu as programmé? Est-ce que c'était sur 3-4 ans ou est-ce que c'était un peu plus année par année? Alors ça a été déjà un petit round d'observation de savoir quelles étaient les forces en présence et comment est-ce qu'on allait un petit peu planifier, programmer ces 3 années, c'est en gros ce cycle pour arriver à ce qu'on voulait faire. Alors on avait une base où la première des choses c'était donc cet état des lieux, c'était construire une culture. Alors là je vais parler pour moi, une culture de préparation physique. C'était des choses qui n'existaient pas avant et elles ne voulaient faire qu'une chose, c'est ces joueuses qui étaient pétries de qualité, c'était avoir un ballon et puis tu vois jouer, être sur le terrain, passer tout par le rugby. Mais il a fallu petit à petit ancrer cette culture de préparation physique, ancrer dans la programmation un petit peu d'intégrer, de dissocier, d'associer, comme on peut parler en termes techniques, et d'arriver petit à petit à trouver du plaisir, à se développer physiquement pour faire ressurgir ça sur le terrain, que ce soit l'entraînement dans les performances ou sur le terrain compétition pendant les matchs. C'est une planification que j'avais estimée à 18 mois à peu près. On a eu une aide très précieuse, ça a été l'arrivée de 4 internationales canadiennes dès le début du cycle, qui elles, par la culture anglo-saxonne, universitaire américaine, c'est au Canada mais beaucoup influencée, avaient déjà de très très grosses bases, on va dire. En plus, c'était des filles qui avaient des masters en kinésio, tu vois, préparation physique kiné, donc qui ont été finalement d'un grand soutien. Je me suis appuyé beaucoup sur ces personnes ressources pour faire passer le message. Donc sur la programmation, ça a été finalement un des premiers, sans rentrer vraiment dans les constructions de séances, ça a été une des premières lignes directrices et un des premiers liens qu'il a fallu construire, c'est cette culture de préparation physique pour pouvoir être finalement après pouvoir jouer avec les meilleures équipes de France, parce que avant de commencer ce cycle, c'était les Lyonnes, c'était des équipes qui prenaient 40 à 50 points presque tous les week-ends. Et on est arrivé sur une première année où avec beaucoup d'efforts on arrive à se qualifier au play-off, mais ça a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de travail de robustesse finalement. Tu vois, plutôt être un roseau à plier et à pas céder. Et après, sur les années d'après, on était plutôt sur une construction de chaîne. Tu vois, on est dur, on est fort, et maintenant, c'est nous qui allons imposer finalement notre force et notre jeu. Donc voilà, sur la programmation, c'était la première étape, c'était cette culture à peu près 18 mois. Et après, ça a été de travailler sur petit à petit, ajouter des couches supplémentaires de détails, de développement et finalement d'exploitation de potentiel. Alors il y a 2 choses à prendre en compte, c'est que le Covid était au tout début de ça et qui nous a permis d'avoir des fenêtres de développement et finalement de construction qui ont été très favorables. Puisqu'on n'avait pas de compétition, on avait des moments où on pouvait s'entraîner par dérogation, et donc on a pu travailler, tu vois, en y mettant quand même du jeu pour garder de la fraîcheur d'esprit, mais ça a été vraiment une période qui a été très bénéfique. Et après, il a fallu composer avec le championnat féminin, les internationales qui sont arrivées d'année en année, avec donc des nouveaux profils, retrouver une harmonie de niveau et une harmonie aussi d'objectifs, puisque elles ont des objectifs qui sont très forts, très hauts, et il fallait qu'on amène aussi nos filles clubs à ces objectifs-là, tout en gardant cette harmonie. Donc ça a été un gros travail aussi, et puis voilà, et puis trouver les forces et marteler les forces, parce que je suis persuadé qu'il faut pas faire que travailler les faiblesses, mais il faut aussi accentuer beaucoup les forces. Donc dans l'expression de la force, de la vitesse, de pas mal de choses où tu vois, la physiologie féminine a du mal un peu à s'exprimer. Moi j'ai pris cette ligne là pour marteler ça, et on est arrivé à pas mal de résultats très positifs. Donc on va dire que il y avait une œuvre au début, tu vois, de façon globale,
quelque chose était planifié en essayant d'éviter, tu vois, les risques blessures, les risques zéro, avec un peu d'anticipation, de proaction. Et puis il y a, comme tu dis, un peu de bricolage, mais finalement de l'adaptation à la semaine, au jour, au cycle, même à l'heure, pour pouvoir naviguer entre les résultats qu'on veut avoir et ce qu'on a dans la réalité. Donc je trouve que finalement la planif et la programmation, c'est ça, c'est une agilité, une flexibilité entre ce qu'on a prévu et ce qu'on a dans la réalité pour essayer de coller au mieux avec notre idéal. C'est clair, c'est clair. Et sur cette saison, qu'est-ce que vous avez eu comme blessure au final? Alors sur cette saison, on a été assez épargné sur les blessures. On a eu pas de blessure musculaire, zéro blessure musculaire. On a eu une rupture d'un tendon, d'un ligament croisé, mais qui a été une rupture finalement qui n'a pas tenu par chirurgie. Donc Okay. Une petite qui s'est fait opérer en juillet, qui a suivi une réathlée très correcte, des soins, une rééduque et une réathlée très correcte, qui a repris la compétition et au bout de 2 mois et demi de compétition, le greffon n'a pas tenu. Donc ça a été la seule grosse blessure qu'on a eue sur l'année. Okay. Après, tout le reste, on est passé au travers de grosses indisponibilités et plutôt des petits pépins, de la bobologie, un peu d'inflammation à gérer. Mais honnêtement, on a été plutôt bien exposé, on va dire, sur ce côté-là. Ça c'est top, c'est top. Et qu'est-ce que vous aviez fait en pré-saison et combien de temps ça dure pour vous la pré-saison? Alors la pré-saison, tu vois, par exemple, je peux te prendre cette année parce que l'année dernière était à peu près pareil. C'est que l'année dernière encore un peu moins puisqu'on n'avait pas fini en finale, mais là donc on s'est arrêté le 10 juin. Le championnat reprend que le 19 novembre. Donc autant te dire que c'est très loin, très long. Entre temps, on a un peu de matchs de Coupe de France, 2 ou 3. Qui sert surtout finalement de match de pré-saison à se calibrer un peu, à retrouver la compétition. On a nos groupes qui sont éclatés puisque on a des internationales canadiennes qui sont allées faire le Pac 4, donc le Four Nations contre la Nouvelle-Zélande, l'Australie et les États-Unis sur une première partie. On a les Françaises qui vont partir en camp, plus après qui vont faire la nouvelle compétition qui s'appelle World 15. Et on a nos filles clubs, et puis on en a certaines qui sont en U20, en français de développement. Donc tu vois, c'est maintenir une unité en pré-saison, tout en suivant les internationales qui vont avoir des niveaux d'exigence fortes entre les compétitions et leur préparation, et les filles clubs qui doivent finalement être presque au même niveau pour que quand on va retrouver tout le monde, il y ait aucun fossé, que ce soit physique, technique, rugbystique et même psychologique en termes de focus sur objectif. Donc on a, tu vois, tout le mois de juillet, août, septembre, octobre et presque novembre, presque 4 à 5 mois qu'on peut presque considérer comme une pré-saison. Alors à plusieurs étages, mais en fait, je pense qu'il faut pas être pressé. Et c'est des temps où on peut vraiment construire des choses et travailler alors sur la prophylaxie, la robustesse, la culture d'équipe. Tu vois, le staff rugby avec le manager s'en occupe très bien. Et avoir des moments un peu plus de cohésion et trouver ce lien et finalement cette espèce de flow qui va nous permettre de tenir tout le monde sur le pont pendant 4 à 5 mois. On n'est pas comme le top 14 où c'est des pré-saisons, ils arrêtent, pour ceux qui vont en finale, ils arrêtent hyper tard, et après derrière, entre les vacances imposées et le début du championnat qui reprend tôt, ils ont des trucs hyper compressés de 6 semaines. Tu vois, pardon, j'ai claqué dans les mains, mais tu me vois pas, mais je bouge en même temps que je parle. Mais on est vraiment, tu vois, sur 2 facettes hyper différentes. On se rapproche plus, tu vois, on est presque comme du football américain avec des pré-saisons qui sont énormes, et après on va avoir une saison qui va être hyper condensée. Donc nous, en fait, notre souci, c'est qu'on est éloigné de la compétition pendant quand même un sacré moment, et à un moment, on va exposer les filles à beaucoup de compétitions. Donc, c'est là où il faut avoir anticipé un peu ça et travailler au jour le jour pour pouvoir adapter les états de forme, de fatigue de chacune, pour pouvoir enchaîner. Quand t'as pas fait de match pendant, 5 mois, alors à part 2-3 matchs comme ça, et que tu reviens et tu dois enchaîner, par exemple, un bloc de 3 ou 4 matchs, qui de plus se resserre de plus en plus l'élite féminine, donc de plus en plus de haut niveau, avec un engagement physique qui est de plus en plus fort.
c'est ça qu'il faut apprendre à gérer. Et puis après, on va encore avoir une coupure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait nos blocs d'hiver là, qui sont de décembre à février-mars, il y a encore la coupure du 6 Nations féminin, où là, il y a plus de matchs, il y a quelques matchs de Coupe de France. Et on reprendra qu'au mois de mai pour un dernier match championnat et les phases finales si on y est. Donc finalement, c'est comme un collier avec des perles. Donc on a les perles qui sont disséminées, il faut arriver à trouver le liant et il faut que la corde elle soit assez solide entre les perles, parce que si ça se casse, t'as tout qui fout le camp et finalement tu perds tout le fil de ta saison et tu peux tout louper d'un coup, quoi. Ouais, c'est un gros challenge parce que justement quand toutes les filles en fait, quand ça y est elles arrivent, tu vois, entre le Canada, tu disais équipe de France U20, les joueuses de club, etc. Quand t'arrives enfin à toutes les regrouper, il faut qu'elles arrivent toutes à switcher en disant voilà, l'objectif commun c'est ça et on laisse le reste. Et tu vois, et tu peux avoir l'image de l'orchestre symphonique avec le chef d'orchestre que tu peux mettre comme le staff, tu vois, mais il faut qu'à un moment il n'y ait pas de fausses notes. Il faut que c'est un interrupteur switch on, switch off. Les filles, elles ont quasiment pas de période d'adaptation ou très peu, ou en tout cas si elles en ont, il faut qu'on fasse en sorte qu'elles soient la plus, tu vois, la plus douce possible et la plus rapide possible. C'est qu'il faut que tout le monde soit au diapason physique, psychologique, donc focus sur l'objectif et technique rugby. Et donc on a ces périodes-là qui sont pas faciles à gérer. Alors on a un contexte club qui est dans ce sens-là. Il y a d'autres clubs féminins en France qui ont moins d'international, qui sont plus groupés, plus harmonisés avec des filles clubs, qui ont pas ces problématiques et qui en ont d'autres sans doute. Mais voilà, c'est là on parle de notre contexte à nous et c'est ce qui est aussi hyper stimulant parce que tu vois. C'est pas du bricolage, mais c'est des choses où tu te dis bon, je vais arriver sur de l'atypique en fait. Qu'est-ce qui va m'arriver à un moment? Donc tu dois juste te préparer à cet atypique-là, à te dire bon, je vais être un funambule sur un fil, et il va falloir vraiment que je sois équilibré pour tirer les filles à gauche, à droite, celles qui sont démotivées, celles qui sont fatiguées, celles qui ont besoin d'un check-up médical, celles qui ont besoin d'un espèce de coup de fouet énergétique en prépa et vite rétablir tout le monde. On aura peut-être un match. Il faut pas qu'on ait un match, si tu veux, de mise au diapason. Il faut que de suite ça colle parce que chaque point compte et puis voilà, on est une petite poule. Il y a pas beaucoup de matchs aller-retour. T'en as 10, donc il faut gagner quoi. Ouais, c'est impressionnant. Et justement par rapport à ça, qu'est-ce que ça rajoute? Le fait que ce soit une saison post-titre, est-ce que tu crées, on va dire, une décompression, ou est-ce que parce que l'objectif c'était en théorie de gagner l'année prochaine, tu penses que ça va maintenir tout le monde un peu sous pression pour essayer de faire le doublé? Tu vois, comment tu gères et qu'est-ce que tu appréhendes? J'appréhende le fait que on connaisse pas ça, l'inconnu en fait. C'est la première des choses que j'appréhendais, c'est qu'on est passé quand même d'un projet club où il faut dire ce qui est la réalité, c'est que c'était des grosses défaites à un titre de champion de France avec quand même une saison exemplaire. Quasiment, on a eu qu'une défaite et très courte et elle aurait pu être une victoire. Ça aurait pu être une victoire. Donc, ça aurait pu être une saison quasiment, tu vois, parfaite. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on gère le statut. Donc le statut de championne. Le statut on est des filles travailleuses, donc il faut continuer comme ça. Et qu'est-ce qu'on veut par la suite? Est-ce qu'on veut garder ce rythme-là, mais qui je pense n'est pas la bonne solution? Est-ce qu'on veut encore s'améliorer, être meilleur sur certains points? Qu'est-ce qui n'a pas marché cette année? Comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour pouvoir encore trouver plus de plaisir? Parce que le but il est là aussi, c'est que il faut arriver à maintenir un niveau de performance tout en gardant un niveau de plaisir. Le but c'est pas d'assommer avec plus de travail, plus dur, mais c'est d'arriver à trouver encore le plaisir de vouloir gagner, de vouloir être championne. Et ça passe par le côté rugby, ça passe par le côté prépa, ça passe par le côté holistique après tout quand on met tout ensemble. Donc alors c'est pas une appréhension, mais c'est une réflexion sur comment est-ce qu'on va pouvoir passer ce step-là. Parce que la phase de décompression, elle vient juste d'être finie là. Autant te dire que on a été champion, ça a été bien fêté, et maintenant, il faut commencer à se remettre au travail. Donc, il faut pas taper sur les doigts. On n'est pas des tortionnaires. On n'est pas non plus là pour dire c'est fini. Mais il faut retrouver une légère pente ascendante. On a le temps pour retrouver cette dynamique et maintenant travailler sur la perfectibilité. Le mot ce dont je t'avais parlé au début, c'est comment est-ce que nous on peut s'améliorer encore un peu plus pour performer sur
au bon moment et sur des secteurs sur lesquels on avait sans doute eu des échecs qui nous ont servi, et continuer à avoir des niveaux d'exigence de nous-mêmes sur le travail, en termes de prépa, en termes de rugby, en termes d'hygiène de vie, sans que ça devienne contraignant. Donc c'est assumer notre statut et comment est-ce qu'on peut faire pour le garder et l'améliorer. Top. Donc c'est à peu près voilà, et puis ça se trouve ça marchera pas, ça se trouve on aura un échec et on sera plus champion cette année, et puis ça sera la vie du sport, et puis il va falloir se remettre en question, et puis mais voilà, c'est de trouver quand même une motivation et de l'énergie pour continuer dans ce sens. C'est toujours hyper gratifiant d'avoir gagné quelque chose et de pouvoir se dire est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut toujours faire mieux, s'améliorer nous, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Donc c'est clair. C'est et Fred, justement, toi, comment, tu vois, on a vu que tu faisais plein de choses en même temps. Comment tu organises une semaine par rapport au rugby, par rapport au coaching? Comment tu fais? Je démultiplie les heures dans ma journée. Je change de casquette le plus souvent possible, tout en gardant une continuité. La continuité, c'est la réflexion finalement, c'est arriver à changer, tu vois, à passer d'un sujet à l'autre, terminer un sujet, c'est pas sans se disperser, mais il faut que je sois. Alors pour mes coachings, je suis présent, on va dire un peu plus physiquement, mais ça me demande un peu moins de réflexion. Si je regarde un peu l'application, c'est plus la réflexion dans l'avenir sur comment on peut la développer, parce que elle est stable, elle roule toute seule, il y a aucun voilà, c'est juste après la récolte de données, du traitement. Ça c'est de l'aide pour moi, mais là le but c'est que cette application elle grossisse, elle grandisse et elle serve à d'autres personnes. Les filles, ça demande une réflexion déjà d'anticipation. Donc c'est à 1 ou 2 semaines au moins, voire 3, c'est avoir, on va dire, une grosse partie quand tu es un peu comme tu vois, comme un artiste, avoir un peu l'œuvre de loin, et puis au jour le jour ou à la semaine juste avant d'anticipation, c'est adapté le matin même ou donc finalement ma journée est très remplie et elle switch d'un bord à l'autre. C'est fatigant, c'est vrai que parfois j'aimerais n'avoir qu'une seule occupation. Mais la réalité est tout autre, donc c'est comme ça, il faut faire avec. C'est des choses que pour l'instant je ne maîtrise pas. Et mais en même temps, c'est ce qui maintient une espèce de, tu vois, d'effervescence intellectuelle, énergétique, positive, qui fait que tu te sens en vie parce que t'es utile pour plusieurs projets. Donc voilà, je remplis mes journées comme ça. Elles sont segmentées. Elles sont plutôt, on va dire, segmentées assez naturellement. Le coaching, je le fais très tôt le matin, tu vois, 6h, 7h, 8h. Je le fais jamais en journée. Je garde la journée pour le travail des filles, puisqu'on s'entraîne le matin et on s'entraîne en fin d'après-midi. Tu vois, plutôt vers midi et plutôt vers 18-19h. Et puis après, il me reste du temps aussi pour préparer, pour lire un peu, pour arriver à trouver des axes de formation, pour aussi nourrir tout ce qui a besoin après d'être transmis. Top. Et est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré? Je pourrais pas te dire, je suis tellement éclectique sur ça. J'adore lire des articles scientifiques. J'adore lire des livres. Alors souvent j'ai de la bibliographie, tu vois, américaine ou anglaise, parce que elle est un peu plus volumineuse que de la francophone. Donc tu vois, j'avais acheté le livre de Martin Buchheit sur le high interval training. J'ai acheté du Boyle sur tu vois, le functional training ou la performance. Zatursky sur la force. J'avais un livre que j'avais bien aimé qui s'appelle Strength Deficit de Tim Caron. Après, tu vois, j'ai plein de. Après, moi, je me suis formé avec la NSCA et ils ont aussi une grosse biblio, donc j'avais acheté pas mal de livres comme ça. Et puis à côté de ça, j'aime bien aussi me nourrir d'anciens philosophes comme, tu vois, j'ai des livres sur Marc Aurèle, sur Épithète, sur Lucrèce, Je pense que ça m'aide aussi et ça peut aider n'importe qui sur non pas prendre ça comme quand on dit mentor, finalement, c'est pas des gens qui vont dicter quelque chose, mais c'est un moment, c'est prendre une phrase, un mot, des choses qui vont avoir résonance en nous et qui vont pouvoir peut-être non pas nous faire changer, mais révéler ou développer une compétence ou un trait de personnalité qui vont pouvoir être
comment te dire, bénéfique au coaching, à la préparation physique, parce que outre le fait de construire des séances, la partie communication verbale, elle est hyper importante. Je me pose souvent la question de savoir est-ce que c'est préférable d'avoir une super communication verbale ou un super, tu vois, coaching par rapport à une programmation, une construction de séance moyenne, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des super séances bien construites, chiadées, tu vois, au détail près, et finalement d'avoir une communication moyenne et tu vois, une posture coaching moyenne. J'essaye toujours d'avoir cette réflexion en moi. Qu'est-ce qui va être le mieux là? Et tu penses que c'est quoi du coup? Tu penses que ça... tu vois, par exemple, développer l'autonomie chez les filles? Oui. Eh bien, justement, je pense que naviguer entre les deux, par exemple, on essaye toujours d'avoir des athlètes qui sont hyper autonomes. C'est vrai. Plus ils sont autonomes, plus on peut avoir un peu de distance et réfléchir à autre chose et intervenir juste sur le détail. Donc finalement, avoir une athlète autonome, c'est peut-être avoir une athlète qui va comprendre une séance qui a été écrite et qui a été bien construite, où toi, à un moment, tu peux juste avoir finalement, tu vois, en anglais, on appelle ça coaching cues, mais tu vois, c'est les clés du coaching, c'est-à-dire juste la communication verbale qu'il va falloir positive, à aller chercher des mots qui sont très justes pour pouvoir aller donner une intention, tu vois, hyper forte. Par exemple, dans l'entraînement de vitesse, l'intention de vouloir aller vite, elle est hyper importante pour moi, plus que le chrono, parce que c'est sur ça qu'on va essayer de travailler. Et tu vois, entre l'intention et l'implication, c'est-à-dire la relation que tu mets entre ton acte volontaire cérébral sur tes muscles, à un moment, il va falloir aller recruter des unités motrices parce que elles ont jamais été sollicitées, elles sont un peu endormies, mais ton cerveau dit il faut y aller là. Alors tu peux biaiser un peu par des angles, par des choses comme ça, tu vois, des amplitudes un peu nouvelles donc tu vois, je navigue toujours entre ce côté chiadé de la séance et bon, je vais essayer d'avoir un peu plus de simplicité ou de légèreté et puis m'atteler au coaching derrière pour y donner vraiment de l'intention, de l'implication, les bonnes phrases ou les bons mots. Et puis l'autre côté, avoir beaucoup plus de recul, pas trop parler, et puis avoir des séances qui sont écrites au tableau ou en PDF qui sont beaucoup plus précises où ça va bien se passer. Et donc naviguer entre les deux, quoi. Et je trouve que c'est hyper intéressant ça aussi, et on apprend beaucoup sur ça. La posture en prépa, enfin, elle est hyper importante. C'est une relation de confiance. Tu vas amener tes athlètes ou n'importe qui à la performance parce qu'ils auront confiance en toi, dans l'exemplarité, tu vois, dans pas mal de choses. Bien sûr qu'on peut déballer, tu vois, de la théorie, on peut déballer des études scientifiques, des choses comme ça, mais à un moment, c'est l'exemplarité, c'est l'honnêteté, c'est la vérité. C'est-à-dire, voilà, il faut dire les choses, il faut pouvoir les argumenter. Je reviens aussi, les filles, le mot qui revient le plus souvent, c'est pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi tu nous as fait faire ça? Pourquoi on va faire ça la semaine prochaine? Et pourquoi j'ai mal aujourd'hui? Et tu vois, le pourquoi, il te remet en question. Non pas, elles te disent pas, t'es nul. Elles te disent, Fred, s'il te plaît, explique-moi les choses. Je reviens, tu vois, sur la différence garçon-fille, mais le pourquoi, il est hyper important. T'as le mot justice aussi avec les filles qui est hyper important. Pourquoi elle avait fait ça et pas moi? Ou on veut tous être égal. Donc, tu vois, quand je te disais que j'adore travailler les filles, c'est que c'est hyper stimulant. Enfin, le pourquoi, pour moi, c'est je suis hyper content qu'elles me disent pourquoi. Alors, souvent, je le prépare. Et parfois, je l'ai pas préparé. Et là, c'est là où tu te dis, voilà, maintenant, il va falloir que tu poses ton courage sur la table. Sans les rames. Et que tu regardes la fille en face et que, pourquoi? Je vais répondre à ta question. Non, pas sur les rames, parce que, en général, tu vas savoir répondre, mais il y a des pourquoi, parfois, ils sont compliqués, hein. C'est comme le pourquoi de ma fille de 6 ans, tu vois, et pourquoi papa, il y a des choses, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, parfois, il faut pouvoir l'entendre, tu vois. Et c'est énorme parce que le pourquoi, tu parlais d'autonomie aussi. Et le pourquoi, il mène à l'autonomie parce que si tu leur expliques pourquoi et si tu, entre guillemets, les éduques au pourquoi et au bénéfice de faire tel ou tel exercice ou de le faire comme ci ou comme ça, si elles le comprennent, elles vont déjà l'appliquer peut-être encore mieux et peut-être qu'elles vont elles-mêmes après le refaire, tu vois, quand elles sont en sélection ou quand elles sont ailleurs, parce qu'elles auront compris l'intérêt. Exactement, le refaire et même le faire à leur sauce. C'est-à-dire, exactement, elles vont même pouvoir le modifier et le faire à leur sauce qui ira dans leur bénéfice. Et donc
c'est ça en fait, de ce pourquoi en découle plein de choses derrière. Et donc c'est hyper intéressant. Donc je remercie toujours les filles quand elles me disent pourquoi. Et est-ce que tu as d'autres livres alors à nous conseiller? Je t'avoue que parfois j'ai dit parce que c'est comme ça, parce que. Donc maintenant il faut faire et puis on arrête de dire pourquoi. Ouais. À un moment il faut aussi il faut savoir faire ça. Mais ouais. Ça passe bien aussi. Hein. Et est-ce que tu as d'autres livres alors tu nous en as cité plusieurs. Est-ce qu'il y en a d'autres dans lesquels tu te replonges ou qui t'ont plu? Non, parce que j'en ai plein et en plus j'oublie les titres sur ça. Ouais. Je suis nul. Hein. Faudrait que je me les note. Je pourrais te les envoyer si tu veux, mais non, j'en ai plein. Et c'est vraiment après c'est des livres qui sont pas finalement c'est pas des bibles, mais c'est des tu vois c'est des orientations. Ça me fait plaisir de lire finalement des idées de personnes parce que c'est des gens qui ont eu le courage à un moment de poser sur un livre leurs idées. Et donc on est d'accord, on n'est pas d'accord. Par contre voilà, il faut avoir tu vois l'humilité de se dire ben voilà, ils ont écrit des choses, c'est des choses qui ont été prouvées, qui ont été éprouvées aussi parfois, c'est tu vois c'est de l'expérience, de la pratique, ça va contre de la théorie ou de la science, mais ben, en pratique ça marche comme ça. Donc je trouve que c'est enrichissant, tu vois, de pouvoir se nourrir de tout ça. Et donc c'est pour ça que je suis assez éclectique sur tout ça. Et souvent c'est une recommandation que je vais voir sur internet, tu vois, sur le réseau, ou alors sur un lien d'un article, ou où je passe devant une biblio, enfin tu vois, et puis j'ai trouvé un truc, ça me plaît. Donc je pense qu'il y a un lien dans tout ça, c'est la personnalité de chacun. Et puis la curiosité. Il faut être curieux et voilà. Et en même temps que de développer sa propre marque de fabrique, il faut pouvoir aussi s'ouvrir à d'autres, être curieux et pouvoir se confronter à des idées différentes. C'est de ça que naît après ben voilà, des choses très enrichissantes. Pas avoir peur de dire t'as tort, t'as raison, mais explique-moi pourquoi. Et puis voilà, on avancera tous les deux, je pense. Hein. Ah, c'est top. Donc, Fred, voilà. s'il y en a qui veulent des livres très spécialisés, d'expertise. Vas-y. Non, on a un peu un décalage, alors c'est bon, non. Je te disais juste, finalement, c'est des livres très spécialisés d'expertise à des choses plus larges sur, pas la condition humaine, mais la philosophie et finalement le savoir, pas le savoir-être, mais juste l'être tout court, tu vois. Donc, c'est Jean-Baptiste Dubié, il m'appelle Freud. Il m'appelle pas Fred, il m'appelle Freud parfois. Ça me fait rire parce que c'est notre petit nom tous les deux. Mais il aime bien tout ça aussi. Et c'est quelqu'un qui intellectualise aussi un peu son rugby, alors ça lui fait du bien. Et Fred, s'il y a des gens qui veulent te poser des questions et entrer en contact avec toi, où c'est qu'on peut te joindre? Ouais, je pense je dois être assez présent sur les réseaux, que ce soit sur LinkedIn sous mon nom, Frédéric Ouraba, ou sur Instagram, Beyond Coaching, ou même j'ai un site internet avec un onglet contact, où après, il y a aucun souci pour échanger avec des personnes et pour recevoir des personnes, ou que je me déplace pour rencontrer du monde. Donc, j'ai tendance parfois à être un peu solitaire. C'est Pablo Picasso qui disait ça, c'est que je l'ai lu ça l'autre fois. Les grands travaux ne naissent que par des très grandes solitudes. En gros, c'est ça. Les travaux sérieux ne naissent que par des très grandes solitudes. Parfois, il faut savoir se retrouver tout seul pour pouvoir accoucher d'un truc. Et souvent, je me mets un peu dans cette posture et je pense que c'est à mon désavantage parce que j'ai l'air d'un ours, alors que je pense que je suis assez sociable et j'aime bien les gens. Puisque j'ai commencé par infirmier et il faut plutôt aimer les gens. Mais non, oui, on peut me joindre, je pense, partout. Top. Et Fred, pour finir, comment tu construis ton haut niveau? Alors, comment je construis mon haut niveau? Alors, est-ce que c'est le mien ou est-ce que c'est le haut niveau des autres? Non, c'est le tien, Comment est-ce que je construis mon haut niveau? Je pense par là. Le mien, je le construis par une exigence personnelle qui est pas pathologique dans le sens où je vais pas me foutre la rate au courbouillon, mais une exigence, une curiosité, une humilité aussi des faiblesses qu'on peut avoir et des manques qu'on peut avoir et des échecs qu'on a pu avoir et une constante
dynamique positive vers l'avant, quoi. En fait, c'est voilà, le but, c'est d'avancer et de toujours trouver un moyen de s'épanouir et de pouvoir aider l'autre dans ce qu'on peut apporter, que ce soit en termes d'action, par l'exemplarité de ce que peuvent voir les autres ou par la parole. Donc je construis mon niveau sur ces valeurs-là de curiosité, d'humilité et on va dire, de marche vers l'avant dynamique, quoi. Super, top. Fred, merci beaucoup. Merci Julien, à toi. Et à très bientôt en tout cas, et passe une bonne journée. Merci beaucoup, à très bientôt. J'écouterai tes prochains podcasts. Merci, salut. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.